Écoutez, bonjour à tous. On est tous très contents de se réunir à l'occasion de ce webinar qui va parler des soins intensifs. Donc, moi, je suis Olivier Nallet de l'hôpital de Montfermeil. Je vais être co-modérateur avec Stéphane Andrieux, que je connais bien, qui s'occupe des soins intensifs à l'hôpital d'Avignon. Et l'exercice de la présentation, c'est Étienne Pumira, professeur Étienne Pumira, qui est aux soins intensifs de l'HEGP, qui est président du groupe USIC de la SFC, et qui va avoir comme exercice de faire la synthèse des nouveautés en soins intensifs pour l'année 2020. Exercice difficile, mais certainement très passionnant. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions pendant le webinar, pas par oral, mais par écrit, en cliquant sur « Converser ». Et on fera, à la fin de la présentation, on essaiera de répondre à toutes les questions. Voilà, donc Étienne, à toi de jouer. Merci Olivier, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors, je vais commencer par partager l'écran. Donc effectivement, c'est bon, vous voyez ma présentation? C'est bon pour vous? Parfait. C'est effectivement un exercice un peu périlleux auquel on peut toujours oublier des points importants. Et donc, j'ai essayé de résumer un petit peu les données principales qu'on a pu observer en 2020, qui était une année quand même un peu perturbée avec la pandémie Covid-19, et donc essayer de faire le lien avec les soins intensifs de cardiologie. Aussi mes liens d'intérêt potentiels avec la présentation. Alors, si on résume un petit peu 2020, ça a été surtout marqué par cette pandémie avec la Covid-19. Et puis, on a également eu des recommandations qui vont impacter la prise en charge initiale des syndromes coronariens aigus sans suite décalage ST. Ça, c'est un point important auquel je reviendrai. On a également des informations et des données intéressantes sur les récidives de douleurs péricarditiques et avec des molécules qu'on reverra peut-être également dans le cadre des myocardites. Ce sera la troisième partie de ma présentation. Et puis, je terminerai sur les données dans le cadre de l'insuffisance cardiaque avec la possibilité de commencer des molécules, pourquoi pas dès les soins intensifs, en particulier les glyphosines qui ont l'air d'être des molécules assez révolutionnaires. Alors, pour commencer avec la Covid-19, malheureusement, on pourra la ressortir l'année prochaine dans le best-of de 2021. On avait été un petit peu mis en garde, je dirais, par cette pandémie à cause des interactions potentielles avec le système cardiovasculaire et le virus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interactions potentielles qui étaient soit directes et qui étaient liées en fait à une réponse de l'inflammation et en particulièrement à la décharge des cytokines et à la liaison du virus avec des récepteurs de l'angiotensine 2. Et ces interactions directes étaient en théorie, en tout cas pouvaient engendrer des hypotensions, des tachycardies, des bradycardies, des arythmies et des morts subites. Ça, c'est une possible première interaction. Et puis, il y avait toutes les interactions indirectes qui étaient liées à la fois à l'inflammation systémique, mais également à une activité procoagulante. Et ce qui était attendu, c'était finalement une augmentation des décompensations cardiaques, des patients admis pour un infarctus du myocarde, des myocardites et des maladies thromboemboliques. Donc ça, c'était un petit peu le contexte qui était évocateur au début de la pandémie. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a observé, j'ai sélectionné un certain nombre de travaux, beaucoup français, qui ont été réalisés. Le premier, c'est un travail qui a été réalisé par Éloi Marégion et l'équipe de mort subite dans laquelle il travaille et qui a observé à partir d'un registre d'Île-de-France sur Paris, les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, l'incidence des arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Et ce que vous voyez, c'est qu'à partir du moment où le confinement a été lancé, eh bien, on a une augmentation du nombre d'arrêts cardiaques qui a été multiplié par 2 pendant cette première période de confinement. Et vous allez voir qu'en termes de prise en charge, il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été observées. Les premières, c'est que l'arrêt cardiaque, par rapport aux années précédentes, eh bien, a eu lieu préférentiellement à domicile. Il a été observé également que l'utilisation du défibrillateur automatique était moins utilisée par le grand public, que le temps d'arrivée sur les lieux était augmenté pour la prise en charge, qu'il y avait moins de témoins et que les témoins qui étaient présents eh bien, il y a une diminution du massage probablement par le risque et la crainte de la contamination. Et au final, il y avait finalement plus de malades décédés avant d'être admis à l'hôpital.
Et si on résume un petit peu les choses, eh bien, il y avait un patient sur deux qui était non réanimé, alors qu'habituellement, on est plutôt habitué à en voir un sur trois. Et uniquement 12% des patients transportés étaient encore vivants, contre plus du double au cours des années précédentes. Et donc, il y a eu une adaptation de la prise en charge par les équipes soignantes préhospitalières, parce qu'évidemment, il y avait un risque de contagion, et ça a eu probablement également un impact sur la mortalité. Alors, l'autre chose intéressante également, c'est de voir la proportion de patients qui étaient donc admises vivants à l'hôpital en 2020 par rapport aux années précédentes. Et là encore, eh bien, il y a une diminution de plus de la moitié des patients, donc une augmentation des morts finalement arrivées à l'hôpital, liée à une offre de soins qui a varié, puisqu'il y avait un certain nombre de centres qui ne pouvaient pas recevoir les patients, et puis également donc, les modifications du comportement qui ont été déjà décrites précédemment. Alors, un deuxième volet de la Covid-19, c'est les infarctus du myocarde. On s'attendait à avoir une augmentation considérable des infarctus avec ou sans décalage. Et ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on a tous constaté, c'est que les patients, finalement, ils consultaient moins dans les urgences pour des infarctus, ils s'étaient moins adressés. Et il y a eu un certain nombre de papiers qui ont été publiés en France et ailleurs, qui vont tous dans le même sens. Alors, j'ai sélectionné celui qui a été réalisé à partir de la cohorte Frenchy. La cohorte Frenchy, c'est une cohorte qui est coordonnée par Gabriel Steg, Nicolas Danchin et Tabassom Simon, et qui a pour but de répertorier dans une vingtaine de centres français l'ensemble des données en continu depuis maintenant plusieurs mois des hospitalisations pour un infarctus du myocarde. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y avait une diminution à la fois des stémies et des non-stémies. Vous voyez sur les courbes à partir du confinement qu'il y a une réduction de 25% des stémies et de 35% des N-stémies. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été observé quel que soit le type d'infarctus, quelle que soit la catégorie d'âge des patients et donc quelque part le risque ischémique des patients. Et ça a été observé à la fois dans des régions où il y avait une prévalence de la Covid-19 très importante, mais également de façon assez similaire dans des zones où cette prévalence était beaucoup plus faible. Donc il y a eu un vrai impact avec une diminution, probablement la peur de consulter, la peur d'être hospitalisé dans une unité et d'être contaminé par une autre pathologie. Tout ça a fait qu'on a observé cette diminution assez importante des incidences des infarctus du myocarde hospitalisés. Un troisième volet, celui des myocardites, on nous avait là encore annoncé une explosion potentielle des cas de myocardite liés à la Covid-19. En toute honnêteté, je suis assez dubitatif puisque pendant la période, on n'a reçu nouveau aucun patient alors qu'on en reçoit habituellement un certain nombre. Qu'en Île-de-France, à ma connaissance, il y en a une dizaine qui ont été au cours de la première vague hospitalisés pour une myocardite et tous les patients n'ont pas eu de confirmation en IRM. Donc, on peut peut-être se poser la question, finalement, il y en a peut-être un peu moins. Et il y a un travail qui est en cours, qui a été mis en place par Clément Delmas à Toulouse, qui est soutenu par le groupe USIC et qui s'appelle MyoCovid et qui a pour objectif de répertorier l'ensemble des myocardites depuis le début de la première vague, et c'est un projet qui continue encore actuellement, pour essayer de déterminer la proportion de myocardites qui soient liés ou non à la Covid-19 et de voir le suivi de ces patients jusqu'à 1 an. Et donc, on aura dans quelques années probablement quelques informations sur la prévalence exacte des myocardites liés à la Covid-19. Un autre élément également, c'était est-ce qu'il faut ou pas arrêter les IEC et les ARA2 qui sont donnés soit pour l'insuffisance cardiaque, soit pour l'hypertension artérielle chez les patients. Il y avait globalement autant d'arguments pour les arrêter que pour les suspendre, avec un risque d'augmenter et d'être plus contagieux et d'augmenter de faciliter la diffusion du virus qui était vraiment en faveur de suspendre le traitement, ou bien au contraire d'avoir un effet plutôt protecteur et qui serait plutôt de poursuivre ces médicaments-là. Alors, il y a un essai français qui était en cours, mené par l'équipe de la Petit-Salpêtrière et qui a été arrêté récemment faute d'inclusion. Mais il y avait un essai à peu près similaire qui a été publié, je crois que c'est un essai brésilien, qui s'appelle Breast Corona, qui a été présenté à l'ESC. Et ils ont randomisé un peu plus de 600 patients avec un groupe de patients pour lequel les IEC ou les ARA2 ont été suspendus par rapport à un groupe de patients qui ont continué ces traitements. Et il a été observé sur la mortalité à 30 jours, aucune différence entre les deux groupes. Et donc, quelque part, il n'y avait pas de grandes leçons à en tirer de cette étude. Il n'y a pas finalement arrêté ou continué. C'était vraiment au bon vouloir du clinicien.
Et puis, un dernier élément sur la Covid-19, et ça, c'est un travail qu'on a mené à l'HEGP, qu'on a du mal à publier parce que je pense que les revues, ils n'en peuvent plus de la Covid-19 et qu'ils ne voient que ça arriver. Mais dans le protocole de prise en charge des urgences, tous les patients avec une suspicion de Covid-19 avaient bien sûr un test nasopharyngé, mais ils avaient également un scanner thoracique dès lors qu'ils présentaient une dyspnée. Et on s'est aperçu qu'au-delà de pouvoir observer l'étendue de l'atteinte pulmonaire, on avait également la capacité de pouvoir détecter des calcifications coronaires qui sont habituellement connues avec une classification en 4 stades, A, B, C, D, avec un degré de calcification qui est soit nul dans la catégorie A, soit très importante en catégorie D. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le pronostic des patients, qui étaient majoritairement des patients en prévention primaire, eh bien, était corrélé et de façon totalement indépendante à ce type de calcification, à l'intensité des calcifications, et ce, quel que soit le degré d'atteinte pulmonaire. Et donc, on s'est aperçu, et c'était une idée qu'on a essayé de développer, c'est que quelque part, en faisant un scanner thoracique non injecté, où on peut voir directement les calcifications, eh bien, on peut avoir une idée du pronostic des patients en simplement regardant s'il y a des calcifications coronaires ou pas. Donc, c'est un travail qu'on continue de mener. On a, pour l'instant, réalisé ce travail sur à peu près 300 patients et je dirais presque malheureusement, on va devoir le poursuivre vu l'évolution de la situation sanitaire. Alors ça, c'était la première partie sur la Covid-19. La deuxième partie, elle est plus centrée sur les syndromes coronariens aigus, avec tout d'abord une première partie sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie sur les infarctus sans sus-décalage ST et langue instable. Le premier point, c'est qu'en termes d'algorithme, on a réduit les cycles de troponine de façon à pouvoir, en utilisant de la troponine très sensible, avoir des cycles de 0-1 heure, donc quelque part en gagnant en efficacité. Le deuxième point, c'est au niveau de la place de la stratégie invasive. L'objectif était de simplifier, je pense, pour les personnes qui ont participé à ces recommandations. Et vous avez pu voir qu'ils ont éliminé les risques intermédiaires des patients. Et on a désormais, pour ces patients, 3 catégories. Les patients qui sont à très haut risque ischémique, qu'on appelle les STEMI-like, qui sont des patients qui sont en instabilité hémodynamique, qui ont un choc cardiogénique, qui ont des douleurs thoraciques qui sont récurrentes malgré l'instauration du traitement médical, les patients qui ont des troubles du rythme qui peuvent mettre en jeu leur pronostic vital, toutes les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque qui peut être directement corrélée à l'infarctus du myocarde, ou bien encore une modification électrique avec notamment un sus-décalage du segment ST dans le territoire AVR, plus ou moins AV1. Et ça, c'est la catégorie des STEMI-like pour lequel la stratégie invasive est recommandée dans les 2 heures. La stratégie chez les patients qu'on appelle à haut risque, c'est une angioplastie, enfin une stratégie invasive de courroie plus ou moins angioplastie dans les 24 heures. Chez les patients pour lesquels on a une élévation de la troponine, chez les patients pour lesquels il y a des modifications électriques qui sont présentes, où il y a un sus-décalage notamment qui est par exemple intermittent. Et puis, c'est le cas également des patients qui ont été ressuscités d'un arrêt cardiaque ou qui sont également en choc cardiogénique, qui peuvent faire participer, être dans cette catégorie de patients, donc à haut risque, pour lequel la coronarographie doit être réalisée dans les 24 heures. Et puis, pour les patients qui n'ont aucun de ces 2 catégories de patients à très haut risque ou de patients à haut risque, eh bien, on les définit comme des patients à bas risque et pour lesquels eh bien, la stratégie invasive doit être discutée au cas par cas. Elle ne doit pas être en tout cas réalisée de façon systématique. Alors ensuite, au niveau du choix de traitement et des recommandations, insiste beaucoup sur le choix des traitements antithrombotiques. Eh bien, tout est une discussion entre le risque ischémique et le risque hémorragique. Et souvent, il faut bien être honnête, le risque ischémique est égal au risque hémorragique. On a des difficultés à prendre des décisions. Et donc, on nous rappelle qu'il faut prendre en compte les caractéristiques des patients, la présentation clinique, les comorbidités, les comédications et en particulier les anticoagulants oraux, et puis le type de procédure et notamment les voies d'abord et l'étendue des lésions coronaires. Et dans ces recommandations, on nous propose un certain nombre de nouveaux critères pour définir si les patients sont à haut risque hémorragique. Et la classification à haut risque hémorragique va être le point de départ du choix de durée et de choix de molécules des traitements pour la prise en charge de ces patients. Et donc, il y a une liste qui est assez conséquente et qui n'est pas forcément évidente à retenir. Mais globalement, si on a
un critère majeur ou deux critères mineurs, eh bien, on considère que le malade est à très haut risque hémorragique et qu'il va falloir avoir un impact, en tout cas faire attention en termes de molécules et en termes de durée. Et dans les critères dits à majeurs, eh bien, il y a les patients qui vont être mis sous traitement anticoagulant oraux, les patients qui ont une insuffisance rénale avec un DFG inférieur à 30 ml/min, les patients qui ont un taux d'hémoglobine à 11 grammes par décilitre, les patients qui ont déjà saigné au cours des 6 derniers mois, et ça, je pense que c'est un critère extrêmement important à prendre en compte, les patients qui ont une thrombopénie à moins de 100, les patients qui ont une atteinte cirrhotique, un cancer de moins de 12 mois, une pathologie cérébrale avec soit un antécédent récent d'AVC, soit d'hémorragie cérébrale, et puis également, par anticipation, les patients qui doivent avoir une chirurgie de façon assez, dans un avenir relativement proche, au décours de l'angioplastie, eh bien, tous ces patients eh bien, sont considérés, s'ils ont un de ces critères-là, comme des patients à haut risque de saignement. Et puis, dans les patients, dans les critères à bas risque, on a l'âge de plus de 75 ans, l'insuffisance rénale un petit peu plus modérée, un taux d'hémoglobine entre 11 et 13 grammes, ce qui représente quand même une proportion assez importante de patients. Et puis, vous voyez également d'autres caractéristiques, et notamment une qui peut être assez fréquente, c'est l'utilisation des AINS ou des stéroïdes, qui peut être également un risque de saignement mineur. Chez les patients âgés, par exemple, eh bien, c'est un moyen assez, c'est une situation qui est relativement assez fréquente. Et à partir de ce risque hémorragique, eh bien, on va déterminer 3 catégories de patients. Alors, si on a un risque qui est élevé, donc on répond aux critères précédents, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une durée de DAPT la plus minimaliste possible, en ne privilégiant le clopidogrel par rapport au nouveau P2Y12 pour une durée d'1 mois. Et ça vous a peut-être marqué au niveau de la figure, mais la molécule qui est privilégiée au décours, c'est le clopidogrel, en raison à des études très anciennes qui avaient montré une supériorité du clopidogrel, mais c'est très critiquable, mais ça a été fait de façon à prendre en compte ces essais un peu plus anciens. Chez les patients qui ont un risque élevé, eh bien, on va prolonger cette double réaction plaquettaire à 3 mois, toujours en privilégiant l'association aspirine-clopidogrel et en gardant l'aspirine seule au-delà des 3 mois. Et puis, pour les patients qui sont à faible risque hémorragique, eh bien, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. On a la possibilité d'utiliser un des 3 antiagrants plaquettaires, que ce soit le clopidogrel, le ticagrelor et le prasugrel pour une durée de 12 mois. Et au-delà de 12 mois, eh bien, pour les patients qu'on va estimer à très haut risque ischémique, on va pouvoir, on en discutera après, mais réintégrer, poursuivre un traitement soit anticoagulant à petite dose, soit un traitement par antiagrant plaquettaire au long cours. Au long cours, on ne sait finalement pas très bien combien de temps. Et ça sera vraiment corrélé par rapport au risque ischémique, en sachant qu'en France, on est quand même très embêté parce que le rivaroxaban à petite dose n'est pas disponible, que le ticagrelor à dose réduite, 60 mg x 2, n'est pas disponible non plus. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit garder aspirine, prasugrel, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui garderont cette association au très long cours, soit garder aspirine, ticagrelor pour la même raison. Je ne suis pas convaincu non plus qu'il y ait une prolongation au-delà de 12 mois de cette association-là. Et je pense aujourd'hui que dans les options qu'on a, la plus raisonnable, ça serait de garder une association d'aspirine clopidogrel pour des patients pour lesquels on estime qu'il y a un risque ischémique très important. Et puis, il y a une stratégie également un petit peu particulière, un peu nouvelle, qu'on va revoir après, qui est la stratégie, on la reverra après, d'associer l'aspirine et le ticagrelor, puis de garder le ticagrelor seul après, qui a été proposé par un essai récent, j'y reviendrai juste après. Alors, pour déterminer justement ce risque ischémique très important, eh bien, on a là encore une pléthore d'éléments avec à la fois des critères cliniques et des critères angiographiques pour déterminer si on estime que le patient est à haut risque ischémique. Pour résumer la situation, dans les comorbidités, c'est essentiellement l'insuffisance rénale, l'atteinte pluritronculaire, et puis également des patients qui sont diabétiques et qui, pour moi, un élément très important, c'est la récurrence des événements au cours des 3-4 premières années, avec plusieurs événements athérothrombotiques. Pour moi, c'est un marqueur très important d'évolution de la maladie athérothrombotique. Au niveau de l'aspect technique, eh bien évidemment que le nombre de stents, la longueur, la taille des stents, et puis les histoires de thrombose de stents vont avoir un impact sur la prolongation de ces traitements antithrombotiques renforcés. Il y a un point également qui est souligné par la recommandation, c'est que l'angioplasticien doit se mouiller et doit définir si on a affaire à une coronaropathie complexe ou non complexe.
Et ça, c'est finalement laisser un peu libre cours à l'angioplasticien en fonction de l'étendue des lésions, de la situation également des lésions, et puis de la procédure qui a été réalisée au cours de l'angioplastie. Alors, la stratégie Twilight, j'en ai évoqué un petit mot juste avant, c'est cette fameuse stratégie qui consiste à utiliser une association d'aspirine-ticagrelor pendant 3 mois et de garder le ticagrelor seul pendant une période prolongée qui va jusqu'à 3 ans, puisque l'étude était designée par ça. C'est pour moi une stratégie qui va être compliquée à mettre en place parce que les critères de sélection des patients ne sont pas évidents. C'est une étude qui a été présentée en 2020, c'est pour ça que je l'ai mis dans le cadre de cette présentation. Mais si vous voyez les critères cliniques, d'âge de plus de 65 ans, sexe féminin, une troponine positive en association avec un SCA, un athérome documenté, un diabète sucré traité et une insuffisance rénale, eh bien, il faut avoir au moins un de ces critères-là en association avec au moins un critère angiographique, à savoir une atteinte pluritronculaire, une longueur de stent de plus de 30 mm, une lésion coupable avec une charge thrombotique importante, une lésion de bifurcation, une lésion du tronc commun ou l'ivia proximal et des lésions calcifiées qui nécessitent une atherectomie. Et je trouve que cette stratégie, elle n'est pas forcément évidente et je serais assez curieux de savoir comment et chez quel type de malade elle va être utilisée dans le futur. Mais à mon avis, ça ne va pas être une stratégie qui va être privilégiée dans les années à venir. Un autre élément également en 2020, toujours dans le cadre de l'infarctus du myocarde, c'est la présentation par l'équipe de Gabriel Steg de l'essai clinique de Reality. Alors Reality, c'était une étude médico-économique initialement qui avait pour objectif d'évaluer si transfuser un patient avec un infarctus du myocarde avait été intéressant sur un point de vue à la fois économique et également clinique. Et c'est une étude de non-infériorité qui a donc comparé chez des patients avec un infarctus du myocarde et un taux d'hémoglobine à moins de 10 grammes, entre 8 et 10 grammes, deux stratégies. Une stratégie qui était plutôt conservatrice et qui avait pour objectif de ne pas transfuser les patients, par rapport à une stratégie libérale qui était plutôt de transfuser de façon systématiquement ces patients de façon à pouvoir avoir un taux d'hémoglobine à la sortie de plus de 10 grammes. Eh bien, cette étude a montré une non-infériorité des deux stratégies, avec également un coût supplémentaire dans la stratégie conservatrice. Et donc, quelque part, eh bien, la conclusion de cette étude, c'est que de transfuser des patients dans le cadre de l'infarctus du myocarde entre 8 et 10 grammes n'apporte pas grand-chose, coûte cher et finalement, on ne doit pas être fait de façon systématique. Et cet essai a été quelque part repris par l'essai MINT qui est en cours, qui est à peu près le même essai, qui est un essai américain, et pour lequel les centres investigateurs français qui ont participé à Reality, eh bien, en partie participent également à cet essai. Et on aura quelque part une population assez importante dans quelques mois ou années pour répondre à cette question de façon définitive. La troisième partie de ma présentation est très courte. Elle concerne les douleurs péricarditiques récurrentes. Et il y a un essai que j'ai trouvé assez intéressant à mettre dans ce pot pourri. C'est l'essai Rhapsody qui a été présenté également dans un congrès au cours de l'année. Je ne sais plus si c'était l'ACC ou l'AHA, mais peu importe. L'idée, c'est que dans le cadre de la péricardite, il y a une inflammation au cours de l'épisode et que dans les traitements anti-inflammatoires un peu modernes, eh bien, il y a les inhibiteurs de l'interleukin 1 qui sont assez séduisants, qui ont déjà démontré dans d'autres essais, et y compris les myocardites, un intérêt potentiel. Et on sait très bien que ces interleukins 1 sont impliqués dans l'inflammation des péricardites récidivantes et qui est un motif de consultation aux soins intensifs de cardiologie. Et cet essai, qui est un essai de phase 3, il vient en fait prolonger un essai de phase 2 qui avait montré la bonne tolérance et l'efficacité potentielle de cette molécule. Et donc, le rinonaceps, qui est un inhibiteur de l'interleukin 1, a été testé dans une population de patients avec une péricardite. Alors, ce n'est pas une énorme population, hein, c'est une petite centaine de patients avec une péricardite confirmée et une augmentation des marqueurs inflammatoires et notamment de la CRP. Et c'est vrai qu'il faut toujours être méfiant quand on a une étude avec un faible nombre de patients parce qu'il peut y avoir évidemment un effet statistique qui soit biaisé par le faible effectif. Mais quand on voit les courbes de Kaplan-Meier, on est quand même assez impressionné par la différence très précoce d'événements sur la récidive des événements. Et je pense que cet inhibiteur de l'interleukin 1 est assez séduisant dans cette situation-là. Et on aura également un autre essai qui viendra dans les 2 ans à venir, qui s'appelle l'essai Aramis, qui est un essai qui a comparé un inhibiteur de l'interleukin 1 versus placebo chez des patients qui ont une myocardite aiguë, donc des patients qui sont
également hospitalisés aux soins intensifs, avec peut-être une attention un peu plus particulière chez ces patients compte tenu du risque rythmique qui est engendré par l'inflammation du myocarde. Mais en tout cas, je crois que l'interleukin 1, enfin en tout cas l'inhibiteur de l'interleukin 1 est une solution d'avenir pour la prise en charge des péricardites récidivantes et peut-être on verra demain pour les myocardites. Pour terminer, ma dernière partie de présentation, eh bien, elle est centralisée sur l'insuffisance cardiaque. Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est un petit peu compliqué parce que les essais qui sont actuellement réalisés sont principalement réalisés sur des patients avec une insuffisance cardiaque chronique. Mais si on résume en 2020 les nouveautés qu'on a pu observer, il y a d'abord toutes les essais cliniques qui ont été réalisés sur les glyphosines. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4. 2 qui ont été réalisés avec la dapagliflozine, que ce soit l'étude DAPA-HF qui a donc démontré que la dapagliflozine par rapport à un placebo permettait de réduire les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque et les décès d'origine cardiovasculaire chez les patients diabétiques et non diabétiques, et qui montrait également dans l'étude DAPA-CKD une diminution, un ralentissement de la dégradation de la fonction rénale, avec sur des critères secondaires également un bénéfice sur les événements cardiovasculaires majeurs. Et ça, c'est donc les données qui sont relatives à l'utilisation de la dapagliflozine. Un autre élément important, c'est l'utilisation de l'empagliflozine avec l'étude Emperor Reduce, qui est une étude dans laquelle l'empagliflozine a été testée chez les patients avec une insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection diminuée. Et on retrouve à peu près les mêmes résultats que dans DAPA-HF, c'est-à-dire une diminution du critère principal qui sont les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. Et donc, ça confirme quelque part avec une autre molécule de la même classe à peu près les mêmes effets. Alors, les populations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir des résultats qui sont assez superposables dans les deux. Alors, l'étude DAPA-HF est peut-être un tout petit peu plus séduisante parce qu'il y a un impact sur la mortalité qu'on ne retrouve pas dans Emperor Reduce, mais il n'empêche que le glyphosine aujourd'hui apparaisse comme une classe importante pour la prise en charge des patients avec une insuffisance cardiaque, que ce soit des patients diabétiques et non diabétiques. Et puis la troisième étude qui a également été présentée au cours de l'AHA, c'est l'étude Soloist. Alors c'est une étude un peu décevante parce que la particularité, c'est une glyphosine qui est un inhibiteur à la fois des récepteurs SGLT2 mais aussi SGLT1. C'est la seule molécule qui fasse les deux, mais l'essai a été interrompu en cours de route parce que les laboratoires et les compagnies qui développent la molécule ont décidé d'arrêter le développement de la molécule dans la mesure où ils avaient trop de retard par rapport à la DAPA et à l'AMPA. Et donc, c'est une molécule qu'on ne verra plus, mais qui apportait un certain nombre qui confortait en tout cas les résultats précédents, même si les données ont été réalisées sur une population un petit peu plus restreinte. Alors, à côté des glyphosines, on a d'autres molécules qui pointent leur nez et qui pourront pas forcément être introduites aux soins intensifs, mais peut-être qu'on pourra, dans l'avenir, au moins essayer de screener les patients qui pourraient en bénéficier. Alors, il y a le vericiguat, qui est une molécule qui est développée par Bayer et qui a montré des résultats avec l'étude Victoria. Pour résumer, c'est un vasodilatateur qui va jouer sur le monoxyde d'azote et qui va permettre, chez les patients avec une insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection diminuée, de diminuer les événements cardiovasculaires. Alors, pour être honnête, les résultats ne sont pas sensationnels parce que quand on voit les courbes de Kaplan-Meier, on a une diminution du risque relatif qui est de l'ordre de 10% sur un critère composite un peu large. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu décevant en termes de résultats, mais c'est une molécule qui pourra se positionner après les glyphosines et donc être une solution, une énième solution de recours pour ces patients-là. Et le vericiguat a été validé par la FDA récemment aux États-Unis. Une autre molécule, pour le coup, intéressante et pour lequel je trouve que le mécanisme d'action est assez complémentaire aux autres. Alors, il a un nom un petit peu tordu parce que c'est l'omécantive mécarbyle qui a été présenté à la HA avec l'essai Galactique HF. Et c'est une molécule qui va avoir un activateur, c'est un activateur des myosines intracardiaques. Et il a été testé chez des patients avec une dysfonction ventriculaire gauche un peu plus sévère que dans les autres essais, puisque les patients avaient des fractions d'éjection de moins de 35% pour être inclus, et a montré un bénéfice sur le jugement de critère principal qui était là encore les décompensations cardiaques et les décès cardiovasculaires, avec un bénéfice qui était
d'autant plus marqué que la fraction de déjection était basse. Et je trouve que c'est une molécule qui probablement aura sa place pour avoir un petit effet inotrope positif pour les patients en complément des glyphosines notamment. Et puis une dernière molécule, et ça sera la fin de ma présentation, eh bien, c'est est-ce qu'il faut recharger de façon systématique, supplémenter en fer les patients qui sont aux soins intensifs et qui ont un déficit ferrique? Eh bien, l'étude Affirme AHF dit que non. En tout cas, les résultats ne sont pas en faveur. C'est un essai qui a été réalisé versus placebo, qui a montré que de faire une charge ferrique intraveineuse aux soins intensifs, eh bien, n'avait pas d'impact sur l'événement cardiovasculaire, les décès et sur les réhospitalisations. Alors, les courbes sont plutôt en faveur de la supplémentation, mais d'un point de vue purement statistique, on n'a pas eu le côté significatif de l'essai. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'argument pour pouvoir supplémenter de façon systématique les patients avec un déficit ferrique. Voilà. Voilà la fin de ma présentation et on va pouvoir passer aux éventuelles questions. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète. On voit que quand même le Covid a pris beaucoup de place, mais heureusement, il n'y a pas que ça. Je vais quand même te poser une question sur le Covid. C'est une situation qui est quand même un peu paradoxale. On s'attend avec l'infection virale, les réactions inflammatoires qu'elle doit donner à une augmentation du nombre de syndromes coronaires aigus. Or, tu l'as bien montré, la période de confinement, ça a plutôt diminué dans nos unités. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres raisons, les gens avaient peur en fait. Mais maintenant que le confinement est levé, on n'a pas l'impression d'avoir une explosion non plus de syndrome coronaire aigu. Et à l'inverse, les patients hypertendus, diabétiques, et c'est très intéressant la diapositive que vous avez montré, l'étude que tu montres sur le score calcique. Ces patients sont quand même clairement à très haut risque de faire des complications et très haut risque de mortalité. Alors, ce paradoxe, alors, la question n'est pas facile. Comment tu as des explications? Qu'est-ce que tu peux nous... Je pense que la diminution des hospitalisations pendant la première vague était assez plurifactorielle. Je pense qu'un des premiers éléments, c'est que les gens avaient peur de consulter, peur de déranger peut-être aussi, et puis peur d'aller dans un environnement où potentiellement ils pouvaient se contaminer par une pathologie qui avait l'air d'être très grave, ou en tout cas potentiellement très grave. Il y a un autre événement également qui sont des hypothèses, il n'y a pas de certitude, c'est qu'on a observé dans les grandes villes très polluées qu'il y avait une diminution de la pollution atmosphérique. Ça a été observé dans beaucoup de villes. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a des pics de pollution, il y a un pic d'infarctus. C'est assez bien corrélé et bien démontré, ça, d'un point de vue épidémiologique. Donc, on peut peut-être se dire qu'il y a eu aussi un impact écologique, quelque part, de ce confinement. Ça, c'est également une hypothèse. Et puis, un autre élément, c'est que les gens, ils sont restés chez eux. Ils n'ont pas fait d'activité physique. Et l'activité physique peut aussi, dans certains cas, être délétère. Et donc, quelque part, ça peut-être également joué de rester au repos quelque part pendant quelques semaines. Ça a peut-être eu aussi un impact sur la diminution de l'activation de ces plaques. Donc, c'est des hypothèses qui ont été avancées. Encore une fois, ça ne reste que des hypothèses, mais pour la première vague, en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas du tout observé tous les cas qu'on nous avait annoncés d'infarctus, de décompensation cardiaque, qui sont restés très limités, je trouve. Une petite question pas sur un problème plus quotidien, sur les non-stémies. Est-ce que, alors, tu penses que ces recommandations vraiment enterrent le pré-traitement par la DAPT avant la coronarographie? Je ne parle pas de la discussion de la molécule, que ce soit du ticagrelor ou du prasugrel, ce n'est pas le problème. Chaque centre va s'adapter certainement avec ses habitudes. Et puis le deuxième point, moi je trouve que finalement, Twilight, c'est plutôt une ouverture à réduire la... Alors c'est vrai que les critères étaient compliqués, mais ils ont peut-être voulu valider en incluant des patients à haut risque ischémique pour pouvoir l'utiliser chez des patients à bas risque. Et puis je cite aussi une question qui a été posée.
dans les auditeurs, c'est la place des antiagrégants chez les patients Covid-19. Ce n'est pas tout à fait dans l'optique de ma question, mais c'est dans le prolongement de celle de Stéphane. Alors, je vais essayer de et puis, répondre aux trois questions. La première, pour ce qui est du pré-traitement, quelque part, l'impact de la molécule en a un, puisqu'on ne peut pas pré-traiter ces patients-là avec le prasugrel. Et donc, si on garde le prasugrel, à ce moment-là, le pré-traitement ne se discute pas. Il faut attendre le résultat et d'avoir l'anatomie coronaire pour se décider. Il faut quand même rappeler que dans cette population de NSTEMI, il y a quand même au moins 30 à 35% de patients de plus de 75 ans, et donc pour lesquels les 10 mg de prasugrel ne sont pas recommandés. Et donc, quelque part, couper la molécule en deux et d'en prendre l'autre moitié le lendemain, c'est quand même, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, et je ne pense pas qu'on puisse recommander de faire ça. En termes de stratégie, moi, je ne suis pas pour faire du blanc ou du noir, c'est-à-dire soit de ne pas pré-traiter, soit pré-traiter. Je pense qu'il faut garder le côté un peu clinique au premier plan. Pour moi, il y a deux situations. Soit on est absolument convaincu de la caractère angineuse et coronarienne de la douleur parce que le patient, par exemple, a déjà fait un infarctus, c'est la même douleur qui réapparaît et il a 1000 de tropo. Et là, honnêtement, on n'a pas beaucoup, à mon avis, de risque de se tromper. Et s'il n'a pas de risque hémorragique majeur, pour moi, c'est des patients que je pré-traite sans aucune arrière-pensée. À l'inverse, si je prends un patient pour lequel la douleur est atypique, on n'y croit pas trop, c'est un patient un peu âgé, un patient un peu fragile, là, pour ce type de patient, je serais plutôt prudent et j'attendrai d'avoir le résultat de la coronarographie pour me décider à le pré-traiter ou pas. Donc, c'est vraiment une décision que je vais adapter en fonction du patient. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, c'est qu'on réduit effectivement les complications hémorragiques potentielles du pré-traitement. Le vrai risque, il est de confondre est-ce que le malade a été bien pré-traité ou pas. Il y a toujours des erreurs qui peuvent être faites, soit en salle de cathé, soit après. Et donc, l'habitude que j'ai prise, qui est une habitude que j'avais entendue dans un webinaire fait ou pas un webinaire, une conférence faite par Gilles Montalesco, c'est que pour les patients qui ne sont pas pré-traités et pour lesquels je devais décider de les charger sur table, eh bien, une fois que j'ai fait la coronarographie, je vais les charger sur la table. Je vais leur donner soit le TICA, soit le Pravu, peu importe. Mais en tout cas, je ne commencerai pas l'angioplastie tant qu'ils n'auront pas avalé leur cachet, même si ce n'est pas très confortable pour eux. Parce que l'angioplastie, elle va durer 10, 15, 20, peut-être un peu plus longtemps, en minutes. Mais au moins, il y aura déjà eu le début de l'absorption du traitement. Et je sais qu'ils vont aller en salle de surveillance et en USIC plus tard et qu'ils auront absorbé la molécule. Le risque, c'est de les laisser partir, retourner en USIC, que l'interne, c'est l'heure du déjeuner, il est parti manger, il s'en occupe à 18h, et puis en fait, depuis 18h, le malade, il a été dilaté, il n'a pas eu de traitement adapté. Donc je pense que, à mon avis, il n'y a pas une ou deux stratégies, je pense que les deux, il faut les adapter, mais qu'il faut faire attention quand on mixte les deux aux erreurs potentielles qu'on peut engendrer sur le pré-traitement. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Dans le cadre du Covid-19, il y avait effectivement une activité prothrombotique. Et donc, est-ce qu'il fallait ou pas renforcer le traitement antithrombotique ? Moi, je n'ai pas eu cette impression, très honnêtement. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup ce qui est décrit dans les papiers comme du cardiac injury, c'est-à-dire des malades qui ont fait un peu de tropo, qu'on a un peu passé à la coro, mais finalement, on n'a pas forcément vu beaucoup d'évolution des lésions. Et le côté pro-thrombotique, il a surtout été observé au niveau veineux, avec des renforcements des traitements anticoagulants chez ces patients-là. Mais en termes anti-agrand plaquettaires, nous, j'ai pas eu cette notion-là. Et je n'ai pas l'impression qu'il fallait forcément upgrader le traitement anti-agrand plaquettaire donc dans cette population-là, mais plutôt jouer sur le traitement anticoagulant pendant la phase intra-hospitalière ou éventuellement dans le cadre de la prévention de pathologies thromboemboliques, comme ça a été rapporté dans cette population-là. Et puis la troisième partie des questions, et là je commence à avoir un trou, je ne sais plus ce que c'est. Que finalement, Twilight, ça ouvrait la porte au faible risque. Oui, Twilight, moi je trouve que le concept est très intéressant parce que tout est basé sur l'aspirine. C'est-à-dire qu'on fait toujours des associations, mais on en arrive toujours avec l'aspirine qui reste la molécule seule au final. Et on comprend bien l'intérêt d'un laboratoire comme AstraZeneca de vouloir garder le ticagrelor au long cours. Finalement, c'est un meilleur anti-agrand plaquettaire que l'aspirine. C'est assez séduisant de le mettre en monothérapie, mais pour moi, j'ai du mal
à repérer les patients Twilight dans ma pratique quotidienne. Parce que je trouve que les critères ne sont pas faciles et quelque part, en toute franchise, depuis que l'étude est sortie, je n'ai pas du tout prescrit cette stratégie depuis le début. Alors, probablement par défaut de sélection, mais ça ne me parle pas, en fait. Et du coup, j'ai du mal à sélectionner ces patients et je ne pense pas être le seul dans ce cas. Deux petites questions rapides. Alors, une question que je lis. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre. L'efficacité des vaccins chez l'insuffisant cardiaque, ça c'est la première question. Et une autre question qui est de ma part concernant l'organisation du dosage de troponine aux urgences. La stratégie 0-1 heure, c'est une stratégie que vous faites à la HEGP. Moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement compliqué à organiser, où il faut un timing d'une rigueur extrême, ce qui me paraît difficile avec l'organisation des urgences. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, première question, vaccination insuffisance cardiaque. Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas du tout infectiologue et je ne m'avancerai pas dessus. Je pense qu'il faut qu'ils soient vaccinés. Est-ce que ça marche mieux ou moins bien? Honnêtement, je ne sais pas. Pour ce qui est du timing, je rejoins tout à fait ta remarque. C'est-à-dire que déjà, quand ils sont faits à 3 heures, c'est pas mal. 1 heure, c'est rarement fait à 1 heure parce qu'il y a un afflux de malades, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, de pouvoir avoir le prélèvement fait dans le bon timing, tout ça est, à mon avis, bien théorique. Et je pense simplement qu'il faut ces malades-là, si on a la possibilité, il faut les rapprocher de soins intensifs où on aura peut-être un peu plus de temps déjà pour le faire. Et en tout cas, je pense que l'idée, c'est de ne pas forcément d'attendre 3 heures, en tout cas. Je crois qu'on arrive à la fin du timing. Écoute, merci Étienne, c'était une belle synthèse. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est une belle revue de la littérature, ça pose plein de questions, c'était varié. Merci à Stéphane, on aura l'occasion de rediscuter ensemble et c'était, je pense, une réussite. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.